Bonjour, je suis Danielle Narcam, l'animatrice de la plateforme déficience sensorielle et TSL de la FISAF. Avant de commencer, je vous invite à poser vos questions tout au long de l'intervention et notre intervenante se fera un plaisir de vous répondre en direct. Et donc, je vous présente Véronique Gonor, psychologue clinicienne, psychothérapeute. Vous exercez aujourd'hui en cabinet libéral. Tout à fait. Et vous avez exercé pendant de nombreuses années dans des structures qui accueillaient du handicap. Oui, tout à fait. Que ce soit handicap sensoriel, handicap moteur, handicap psychique. Et ces expériences vous ont permis de mieux appréhender le handicap et ses conséquences. Et vous vous êtes particulièrement intéressé à la famille et à son système. Oui, tout à fait. Vous animez des formations sur la thématique de la famille et de la compréhension de son système. Et comme vous me l'avez dit lors de notre rencontre, vous avez toujours plaisir à échanger avec les professionnels sur ce sujet et à partager vos expériences. Oui. Et comme souligné, l'importance de connaître les ressorts d'une famille vous semble essentielle pour collaborer avec elle. Oui, en effet, effectivement, quand on parle de travailler avec les familles, ce que je dis au tout début de la formation que j'anime sur la thématique travailler avec les familles, c'est que pour travailler avec les familles, il faut d'abord connaître ce qu'est une famille. Il est nécessaire de pouvoir imaginer ce qu'est une famille, comment elle fonctionne, comment elle vit, cette famille, en sachant que la famille est un système à part entière. Elle a sa propre structure, sa propre organisation, ses propres règles, ses propres croyances. Alors effectivement, on peut parler de famille et on peut dire que la famille est un canevas, c'est un système et dans ce système, il y a des sous-systèmes. Ce que je dis aux professionnels dans effectivement, la formation que j'anime, c'est d'abord de dire il faut pouvoir identifier ce qu'est le système de la famille, de l'individu, avec lequel ils accompagnent, c'est-à-dire au quotidien. Donc, c'est-à-dire de s'imaginer, de prendre le temps, de rencontrer cette famille, d'échanger aussi, bien sûr, avec l'individu, que ce soit l'enfant, l'adolescent ou la personne effectivement accompagnée, l'adulte, sur comment est faite cette famille. C'est-à-dire imaginer ce canevas familial et à l'intérieur de ce canevas, il y a des sous-systèmes. Donc effectivement, je l'explique très bien dans la formation, ces différents sous-systèmes, c'est d'abord le système de l'individu, c'est le système de l'enfant, le système de l'adolescent, le système de l'adulte qui est au sein de l'institution. Ce système individuel, il relationne, il est en lien avec d'autres sous-systèmes de la famille. Donc, c'est de se dire quels sont les sous-systèmes existants au sein de ce canevas familial de la personne. C'est-à-dire tout simplement se dire, alors, le premier système, le sous-système bien sûr existant avec lequel l'individu relationne, c'est le sous-système parental. C'est-à-dire que cet individu, on peut imaginer effectivement qu'il a un père ou une mère ou pas. C'est-à-dire, quel est le sous-système premier avec qui il relationne? C'est peut-être le système des grands-parents. Donc, c'est de dresser en fait le canevas et de dire autour de l'individu, autour de ce sous-système, il existe le sous-système parental, mais ce sous-système parental est aussi un sous-système, d'abord est un couple, avant d'être un sous-système parental. Il y a aussi le sous-système de la fratrie. Est-ce que l'individu a des frères et sœurs? Si oui, effectivement, donc il existe un sous-système de la fratrie avec qui il relationne. Alors, combien de frères et sœurs, ou enfin en tout cas de fratries, il existe, en sachant que j'explique que souvent, dans ce sous-système de la fratrie, il y a des places aussi. Alors, je l'explique bien sûr beaucoup plus... on va dire, je prends beaucoup plus le temps d'expliquer que dans ce sous-système, il y a des places. On dit que souvent le premier est le héros, que le deuxième est le mouton noir,
Hein, que le troisième, effectivement, est le clown et le quatrième est l'invisible. Alors, bien sûr, ces places peuvent être interchangeables. Ce qui est important, c'est de savoir déjà où se positionne l'individu, enfin, en tout cas, la personne hein, qui est accompagnée par Oui, parce qu'elle n'est pas toujours à sa l'institution. place. Tout à fait. Donc, On peut imaginer, d'ailleurs, en fonction du handicap, on peut imaginer de quelle stratégie la famille a mis en place pour permettre de survivre, d'accepter le handicap. La personne qui est en situation de handicap et qui est accompagnée par l'institution peut être à la place du héros. C'est-à-dire que toute la famille va interagir et va mettre en exergue l'individu, hein, l'enfant qui est atteint de handicap et tout le monde va relationner autour du handicap. Et souvent, la famille va développer ce qu'on appelle une stratégie militantiste. C'est souvent des familles qui vont mettre le handicap vraiment au sein même, on va dire, en premier sur le podium et que toute la famille va relationner autour du handicap et va développer, tous les individus du système vont développer, on va dire, des stratégies militantistes. Le handicap va être au centre de la famille. Hein. Le handicap, le handicap va devenir un combat pour la famille. Mais c'est ce qui va permettre à la famille de vivre, en fait, et de survivre et d'accepter que le handicap est venu bouleverser le système familial. Alors, donc c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de pouvoir identifier au fur et à mesure. Moi, je propose aux professionnels de prendre le temps de rencontrer les différents membres de la famille. Alors, je parle des sous-systèmes, bien sûr, il y en a d'autres, parce que tout dépend de la typologie de la famille. Il y a des familles mononucléaires, il y a des familles monoparentales, il y a des familles, bien sûr, communautaires. Hein. D'ailleurs, pendant les formations, beaucoup de professionnels peuvent m'expliquer qu'ils rencontrent de plus en plus de familles communautaires. Donc, c'est des familles qui aussi relationnent différemment, qui ont des croyances familiales, qui ont des croyances culturelles, qui ont des règles propres, en fait. Chaque famille a ses propres règles, a ses propres croyances. Je me souviens, il n'y a pas très très longtemps, hein, d'une famille que j'avais pu rencontrer où je demandais quelle était peut-être la principale croyance qu'avait cette personne. Et elle me disait que depuis petite, on lui disait que tous les hommes étaient pareils. Donc, ce qui veut dire que elle à chaque fois, cette phrase revenait. Tous les hommes sont pareils, tous les hommes sont pareils, tous les hommes sont pareils. Et donc, la relation qu'elle pouvait avoir avec les hommes était déjà entachée, en fait. Hein. En tout cas, elle n'était pas cet individu. Oui, parce qu'on peut imaginer que c'était pas terrible du coup. Tout à fait. C'est-à-dire que de fait, elle avait des préjugés sur l'homme, en fait. Et comment elle pouvait relationner avec l'homme. Mais elle entendait effectivement cette croyance comme ça, familiale, mais très matriarcale, qui disait, de toute manière, tous les hommes sont pareils. Elle a entendu cette phrase depuis qu'elle était petite. Mais c'est une croyance qu'elle avait intégrée très inconsciemment et qui la faisait relationner d'une certaine façon, en tout cas avec les hommes. Ce qui est important, effectivement, je parle de sous-système, c'est de pouvoir identifier ce canevas, ce canevas familial. Bien sûr, dans ces sous-systèmes, on peut en trouver plein d'autres sous-systèmes. Hein. Il y a bien sûr le sous-système des grands-parents, et dans une famille communautaire, il va y avoir aussi le système des oncles et tantes, hein, qui vont être aussi très présents. Et à partir du moment où le professionnel, avec bien sûr la personne qu'elle accompagne, mais aussi avec les membres de la famille, aura identifié tous les systèmes présents, c'est de dire d'abord quelle place à chacun en fait dans ces sous-systèmes et surtout quelle fonction à chaque individu avec la personne accompagnée. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, d'ailleurs comme ça, de manière très rationnelle, et ce qui se fait beaucoup de manière aussi, dans les familles occidentales, c'est que ce soit les parents qui aient la fonction éducative, la fonction affective, la fonction nourricière, la fonction financière, etc. Mais dans certaines familles, ce n'est pas ça. Hein, c'est de prendre le temps de savoir qui a la fonction en fait affective. Ce n'est peut-être pas le père ou la mère qui a la fonction affective, mais c'est peut-être la grand-mère ou le grand-père qui s'occupe de cet enfant ou de l'adolescent de manière quotidienne. Hein. Ces fonctions, il est important de pouvoir les faire émerger en fait. Hein.
Donc, bien sûr, pendant la formation, on parle longuement de ces fonctions qui existent, ces fonctions nourricières, la fonction éducative, la fonction financière, la fonction de communication, la fonction du langage, c'est-à-dire aussi comment la famille communique entre elles. Quels sont les liens entre elles? J'explique aussi qu'une famille a ses frontières. Ce que moi j'appelle des frontières, c'est-à-dire que on peut imaginer que dans certaines familles, il y a des frontières, ce qu'on appelle très enchevêtrées. C'est-à-dire, ce sont souvent des familles qui sont très fusionnelles. C'est-à-dire où le sentiment d'appartenance de la famille est plus importante que l'individu lui-même. Donc, c'est aussi ce qui va faire que l'individu peut relationner d'une manière différente avec tous les membres de sa famille. C'est-à-dire que la personne qui est en situation de handicap peut être aussi, ne pas être au centre. C'est-à-dire que ce qui va être au centre, c'est d'abord la famille et non pas l'individu. Tout simplement. Il y a donc les frontières enchevêtrées, mais aussi les frontières rigides, où souvent certaines familles peuvent dire la devise c'est chacun pour soi. C'est-à-dire ce qui va concerner une personne ne va pas concerner les autres membres de la famille. Certains professionnels peuvent venir, mais moi je ne rencontre jamais la famille. J'ai envie de rencontrer cette famille, de mieux connaître la famille pour mieux travailler bien sûr avec l'enfant, mais la famille est absente. La famille ne vient pas au rendez-vous, ou enfin en tout cas elle est absente, bien sûr, parce que certaines familles ne se sentent pas concernées. En tout cas, ont utilisé des stratégies aussi, mécanismes de défense qui font qu'elles vont s'extirper du système de l'individu, se dire en se sentant aussi… Finalement, c'est l'institution. C'est l'institution qui va gérer, qui va prendre le relais, effectivement. D'ailleurs, je dis souvent aux professionnels que dans le système de l'individu, et quand on identifie bien sûr les sous-systèmes existants qui gravitent autour de l'individu, l'institution est aussi un sous-système qu'on peut intégrer dans le canevas. Alors, il est à moitié dedans et à moitié en dehors. Mais il faut prendre conscience que l'institution a son importance, en fait. C'est un système qui aussi relationne avec l'individu, avec les différents sous-systèmes. Donc, comment se positionne l'institution, d'ailleurs, avec cette famille? Comment elle a envie de relationner aussi avec la famille? Quelle place a la famille auprès de l'institution? Et inversement, comment la famille s'imagine l'institution? C'est vrai que j'explique aussi que la famille, quand elle est confrontée au handicap, avec la naissance d'un enfant en situation de handicap, d'ailleurs quel qu'il soit, se sent disqualifiée. Très rapidement, se sent incompétente. Il y a ce qu'on appelle la crise autoréférentielle, c'est-à-dire elle est en crise. Et effectivement, elle est en crise. Et de fait, elle va avoir besoin d'un tiers. Elle a besoin d'être accompagnée. Elle a besoin d'être accompagnée. Qui, bien sûr, ce tiers va souvent être l'institution, mais c'est pas un choix. C'est pas un choix. C'est pas un choix. C'est-à-dire qu'elle est obligée de se lier avec le tiers qui est l'institution. C'est aussi pour ça que parfois l'institution a des difficultés à travailler avec les familles, puisque ce n'est pas un choix. C'est une contrainte. À partir du moment où c'est une contrainte, ce n'est pas voulu. Donc, il peut y avoir des mécanismes de défense de la famille, tout simplement. Nous avons une question de Patricia Malcarty qui nous dit « Vos propos résonnent avec ma pratique professionnelle et personnelle. Quand on est dans une relation d'aide, on est présent avec ce qu'on est, sa fonction, sa personnalité. Est-ce à dire qu'on est là aussi avec sa propre histoire familiale, ses propres croyances ? » Oui, tout à fait. Il y a une résonance et c'est aussi pour ça que je parle souvent aussi au sein de la formation de ce qui me paraît essentiel, c'est aussi de travailler sur ses propres résonances, sur ce que va produire aussi pour le professionnel ce que l'enfant ou l'adolescent vit. C'est pour ça que je préconise souvent aussi dans les institutions, bien sûr, des groupes d'analyse des pratiques. Il me paraît essentiel aussi pour mieux collaborer avec les familles et travailler avec l'individu, de pouvoir avoir un espace où le professionnel va pouvoir, là, à ce moment-là, dans cet espace, expliquer ce qu'a produit chez lui ou pour lui, les résonances, comme Madame Malcarty le dit, les résonances qui vont être produites chez l'individu, chez le professionnel, pour travailler ou mettre en
les propres croyances de ce professionnel pour se mettre à distance, en fait, ce qu'on appelle aussi la juste distance, puisque c'est bon, bien que cette notion est assez théorique et discutable, mais en tout cas, il est nécessaire d'avoir, oui, un espace d'analyse où on peut d'abord déverser ce qui peut parfois être douloureux et difficile. Il y a des histoires qui sont douloureuses, des histoires d'enfants qui sont douloureuses, des histoires de famille qui sont très douloureuses et difficiles à entendre, et surtout que quand même le travail des professionnels, c'est aussi d'être dans la bienveillance, de prendre le temps d'écouter, Pas être dans le jugement. d'être dans une écoute active, et à partir du moment où le professionnel est dans une écoute active, il doit pouvoir aussi mettre à distance ses propres ressentis, ses propres résonances, et en tout cas dans cet espace pouvoir en faire quelque chose, les verser et les travailler. Donc oui, c'est très important. Mais bien sûr que ce que va dire l'enfant ou l'adolescent de sa famille, ou ce que va dire la famille d'ailleurs, de sa propre famille et de génération en génération, ne peut que résonner le professionnel sur ce qu'il vit. C'est aussi donc pour ça qu'il est plus que nécessaire qu'il y ait un espace d'analyse, que moi j'appelle analyse des pratiques professionnelles, mais aussi de supervision, où le professionnel va pouvoir aussi exprimer ses propres ressentis ou ses propres difficultés, parfois à collaborer avec des familles. Il est bien évident que certains professionnels peuvent dire en formation, travailler avec cette famille, enfin, ils donnent des exemples, est difficile, je ressens des choses négatives, j'ai pas du tout envie de travailler avec cette famille. Et c'est bien de le dire. Oui, c'est bien de pouvoir le déposer. Mais après, effectivement, il faut aussi, je suppose, qu'il soit accompagné. Parce que quand même, ce qui est important pour le jeune qui est accueilli dans l'institution, c'est qu'il puisse quand même être aussi dans ce projet, dans cette systémie dont l'institution et la famille fait partie. Oui, et je crois aussi que pour que le professionnel puisse travailler avec la famille, il faut qu'il y ait une relation d'alliance et de confiance. Et c'est aussi pour ça que c'est important de connaître comment fonctionne la famille, pour savoir avec qui, en premier, peut-être le professionnel peut faire alliance. C'est pas forcément le système parental, ça peut être le système justement de grands-parents, ça peut être peut-être la grande sœur de l'enfant qui est accompagné, peut-être que c'est cette grande sœur qui a la fonction éducative, ou qui a la fonction peut-être effectivement affective. Et je dis souvent aux professionnels que c'est important de prendre le temps d'identifier justement qui a ces fonctions-là pour pouvoir proposer, je donne cet exemple, mais à cette sœur, de venir rencontrer l'institution, de rencontrer les professionnels et de pouvoir échanger sur comment relationne la famille, aussi de connaître les règles familiales, de connaître les croyances. Il y a des règles aussi familiales, il y a certaines règles qui sont très importantes où l'enfant ne peut pas les déroger. C'est-à-dire que si on lui a expliqué qu'il ne peut parler aux autres qu'avec l'autorisation de la famille, au sein de l'institution, il ne dira rien, puisqu'il faut qu'il ait l'autorisation de sa propre famille, de son propre système parental, par exemple. Ça, c'est bien que les professionnels puissent l'identifier. Ça évite effectivement des déconvenues ou des conflits avec la famille, tout simplement. Donc ça, c'est très important. Ce qui est aussi, je crois, important, c'est de pouvoir identifier quelle est la place, bien sûr, je crois, de la personne accompagnée au sein de la famille. Quelles sont aussi ses propres libertés? Est-ce que la personne accompagnée a ses propres choix, ou elle est régie par les choix aussi des différents sous-systèmes? Ça aussi, ça peut aussi entacher le travail de collaboration avec l'individu. En tout cas, l'individu, il n'est pas tout seul. Il a une famille avec, effectivement, comme le dit Madame Malcarty, avec une histoire familiale qui souvent, effectivement, se transmet de génération en génération. Et nous avons une autre question de Madame Malcarty qui nous dit: votre approche systémique est l'alliance nécessaire entre professionnels et personnes accueillies et sa famille, entre dans le processus de mise en œuvre du projet personnalisé. Votre avis?
Oui. Alors, est-ce que vous pouvez répéter la question? Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Votre approche systémique Oui. et l'alliance nécessaire entre professionnels et personnes accueillies et sa famille entrent dans le processus de mise en œuvre du Oui. projet personnalisé. Oui, tout à fait. Mais ça, Votre pour avis? moi, c'est une évidence. C'est une évidence, effectivement. Un projet personnalisé ne peut être que co-construit avec la famille. Mais pour parler de projet personnalisé, c'est justement en amont de prendre le temps de connaître la famille, de le collaborer avec la famille et ensemble de co-construire ce projet. C'est-à-dire, d'abord, qu'est-ce que c'est un projet pour la famille? Oui. Qu'est-ce que c'est un projet personnalisé pour la famille? Qu'est-ce que c'est un projet, tout simplement? Qu'est-ce que c'est un projet personnalisé pour l'institution? Et comment on peut s'entendre sur déjà cette signification et ces signifiés du projet personnalisé? Et qu'est-ce qu'elle en pense, elle, la famille, des objectifs? D'abord parce que je dis souvent aussi, et ça fait partie de la formation, je dis souvent d'abord pour qu'on parle d'objectif, d'abord c'est quoi un objectif pour l'enfant, et puis il faut que cet objectif, s'il y a, il soit parlé avec la famille, parlé avec l'enfant, parlé avec l'adolescent, puisqu'il faut qu'il soit du ressort de l'enfant, il faut qu'il soit imaginable pour l'enfant, il faut qu'il soit réalisable, il faut qu'il y ait une forme aussi d'abord de positivité autour de cet objectif, et il faut qu'il soit écologique. Moi je parle d'écologie psychique aussi, hein, pour la famille et pour l'enfant, puisque aussi pour qu'il soit écologique psychiquement, c'est aussi en lien de se dire il faut que le professionnel, il faut que je puisse connaître cette famille, d'abord parce que, est-ce qu'elle a été dans l'écologie psychique, cette famille, avant de penser au projet personnalisé? Comment cette famille, elle a fait? Comment quelle stratégie elle a mis en place autour du handicap? Est-ce qu'on, effectivement, déjà, il y a eu une écologie psychique? Souvent, non. La famille, elle est fatiguée, la famille, elle essaye déjà que chacun reprenne sa place, de vivre avec ce handicap. Donc, effectivement, il n'y a pas d'écologie psychique. Donc, c'est important que l'institution, ça prenne en compte de l'écologie psychique de la famille. Et puis aussi de se dire que l'institution, elle ne va pas tout bouleverser aussi au sein du système familial. Pourquoi? Parce que, d'abord, la famille, elle a existé avant de rentrer en relation avec l'institution, hein. Ses propres, effectivement, comme je le dis, ses propres mécanismes de défense, ses propres règles, et qu'elle est dans ce qu'on appelle un équilibre homéostasique. Et que ce que les professionnels peuvent voir comme dysfonctionnement, comme quelque chose de dysfonctionnant, est tout simplement un équilibre homéostasique au sein même des individus, au sein même des sous-systèmes de la famille. Je prends comme exemple, alors en cabinet libéral, des parents qui m'avaient appelé puisque leur adolescente avait développé un trouble, en tout cas diagnostiqué par des médecins comme un trouble du comportement alimentaire. Donc je reçois cette jeune adolescente, cette jeune patiente, et en fait, au fur et à mesure, je me rends compte, et bien sûr, puisque c'est aussi dans ma pratique, d'abord que cette adolescente, elle n'est pas toute seule dans son environnement, elle gravite avec le système parental, et ce système parental est aussi le système du couple. Et au fur et à mesure, bien sûr, des séances, je comprends que, en fait, ce système du couple avait décidé de se séparer. Qu'est-ce que fait l'adolescente, elle? Elle développe des troubles du comportement alimentaire. En tout cas, elle développe des symptômes, je vais plutôt, moi, le dire comme ça, pour figer le système du couple. Puisque qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où elle développe ces symptômes de troubles du comportement alimentaire, le système du couple s'oublie, se met de côté, il se cristallise, c'est le système parental qui se met là en exergue et qui s'alarme et qui va se focaliser sur, bien sûr, leur fille. Et donc, par ces symptômes, par le développement de ces symptômes, cette jeune fille, elle permet que son équilibre homéostasique se maintienne. C'est aussi pour ça qu'il est important de pouvoir d'abord prendre le temps de comprendre comment fonctionne une famille pour pouvoir collaborer et ce qu'on appelle travailler avec les familles. Et est-ce que d'ailleurs on peut parler de travail? Moi, je parle de collaboration, de partenariat.
Mais pour ça, il faut mettre la famille à une place de partenaire et des collaborations. C'est aussi pour ça qu'il est important, déjà en interne, au sein même de l'institution et dans l'ensemble des professionnels de l'institution. Et quand je dis bien l'ensemble, c'est d'ailleurs la totalité des professionnels, de s'interroger, de se dire à quelle place on a envie de mettre la famille. Alors, quand je dis ça, moi, c'est sans jugement, mais chaque institution peut décider d'ailleurs d'une place différente par rapport à la famille. J'ai une autre question, Madame Gonord, d'une personne, Nathalie Arnal, qui nous dit: pouvez-vous nous donner une définition de l'écologie psychique, s'il vous plaît? Oui. Merci bien. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'écologie aujourd'hui. L'écologie psychique, c'est effectivement d'être ce qu'on appelle dans une économie psychique, c'est-à-dire que la personne soit dans une économie de pensée, dans une économie d'action, c'est-à-dire ou de mettre en place une façon écologique de penser, de s'actionner et surtout d'interagir avec l'autre. C'est ça, l'économie psychique. C'est d'être dans une économie psychique. Je parle d'économie psychique pour les individus, mais je parle souvent aussi d'économie psychique pour les professionnels. C'est-à-dire qu'il est nécessaire aussi de travailler son cadre personnel, ce que moi j'appelle un cadre personnel. C'est-à-dire que quand on décide aussi de rencontrer les familles, d'être dans une interaction avec la famille, certaines familles sont très complexes. Certaines familles, parce que justement, je l'explique dans la formation, elles ont un système relationnel qui leur est propre, un système de communication qui leur est propre, où elles sont aussi très fusionnelles, donc vont voir l'institution parfois plus comme, je vais le dire comme ça, comme un ennemi plutôt que comme des amis. Donc il est parfois, c'est vrai, très complexe de rencontrer certaines familles. Et là, je dis souvent aux professionnels, il faut choisir le temps de la rencontre avec cette famille. C'est-à-dire, par exemple, de les rencontrer à 18h alors qu'on a passé une journée parfois difficile et que, bien sûr, on a eu d'autres tâches professionnelles. Il faut être dans une économie psychique. Donc, c'est-à-dire de choisir à quel moment on va rencontrer cette famille. Donc, c'est peut-être plutôt à 9h du matin qu'à 18h, à partir du moment où on n'est plus du tout dans cette économie psychique. Il est important l'économie psychique, c'est de penser, c'est de se centrer, en fait, aussi sur soi, mais aussi de se mettre à la place de l'autre. D'accord. Très bien. Merci. En tout cas, ce qui est aussi important, c'est bon, là, je vais pas, bien sûr, Juste rappeler aux personnes qui nous regardent que vous pouvez poser vos questions directement à Véronique, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Merci. J'explique aussi, évidemment, je ne vais pas le faire en totalité ici, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a différentes typologies de familles. Il est très important aussi de les connaître, ces différentes typologies de familles, pour pouvoir collaborer aussi avec les familles. Il y a, par exemple, moi, ce que je peux dénommer, ce qu'on appelle les familles traditionnelles. Les familles traditionnelles, c'est avant tout la transmission du patrimoine. Avant tout, effectivement, de respecter les traditions de la famille. Donc, l'individu, qu'il soit porteur d'un handicap ou pas, ne va pas être au centre de cette famille, d'ailleurs. C'est aussi de se dire, il faut que lui, il respecte les fonctions, on va dire, de patrimoine et de transmission. C'est-à-dire, nous avons un nom et nous avons un nom, un patrimoine et une fonction, et tu te devras de pouvoir faire perdurer cette fonction. Et là, le handicap disparaît. Et le handicap n'est pas au centre, oui, tout à fait. Comme d'ailleurs dans ce que moi j'appelle les familles PME. C'est-à-dire que ce qui importe à ces familles PME, c'est l'entreprise. Ce sont souvent des familles dont le travail est au centre. Donc, ce sont des familles qui vont collaborer assez facilement avec l'institution. D'ailleurs, si l'institution a besoin de quelque chose, ils vont matériellement… Oui, tout à fait. Ils vont donner, mais ils vont donner financièrement, ils vont donner matériellement. Et de là à être présent pour justement co-construire le projet personnalisé, ou pour parler d'eux, ou pour parler de leur enfant, ce sera beaucoup plus compliqué.
en prenant conscience qu'il y a aussi différentes typologies de familles, c'est aussi ça d'être dans l'économie psychique. C'est que parfois, pour les professionnels, c'est de s'économiser, d'aller chercher des informations ou d'aller chercher à relationner avec une famille qui n'en est pas en capacité. Et c'est sans jugement. Elle peut aussi, pour plein de raisons, ne pas être en capacité. C'est sa façon à elle d'être dans un équilibre effectivement homéostasique. Comme de pouvoir aussi, certaines familles, enfin certains professionnels, j'ai le souvenir dans une formation, pouvaient dire, c'est vrai qu'on avait pu travailler avec un enfant qui était atteint d'énurésie, de pouvoir faire en sorte que cet enfant, ce symptôme d'énurésie, disparaisse. Et ils en étaient d'ailleurs assez contents puisque cet enfant était en internat et au fur et à mesure de l'accompagnement avec cet enfant, l'enfant en tout cas était beaucoup moins énurésique et avait diminué ce symptôme. En tout cas, c'était beaucoup moins fréquent. Et puis, dès qu'il revenait le week-end, il allait le week-end dans sa famille et dès qu'il revenait le dimanche soir, il était effectivement, l'énurésie revenait plus. Bien sûr, c'est très frustrant pour les professionnels. Ouais. Mais là, à ce moment-là, cet enfant-là, il a une place au sein de sa famille. Et si effectivement, c'est aussi d'être dans une fonction, d'avoir une place, je dirais, entre guillemets, de petit enfant qui ne peut pas grandir, par rapport aussi à ce qu'il joue avec sa mère, ces symptômes réapparaissent. Voilà. Et c'est aussi ça qui est important de comprendre et de mettre en exergue justement sur la thématique travail avec les familles. Donc, je le redis, ce que j'ai dit au tout début, c'est qu'avant de penser à travailler avec les familles, c'est de connaître cette famille. C'est-à-dire comment elle relationne. Quels sont les modes de communication? D'ailleurs, c'est aussi de se dire, tiens, la personne que j'accompagne au sein même de l'institution, avec qui elle relationne le plus, quelle est la typologie de communication aussi au sein même de la famille. Je me souviens de certains professeurs qui disent, oui, mais de toute manière, cette famille, elle ne communique pas. Si elle communique, mais elle a son propre mode de communication, qui n'est pas forcément celui du professionnel. Donc, il est nécessaire de prendre le temps, d'ailleurs, d'identifier la façon dont la famille communique entre ses membres. Donc, ça peut être une communication qui est non verbale, non pas du tout verbale, mais elle communique. Tout simplement, par des gestes, par des comportements, et ils se comprennent. Ils ont leur propre code, en fait. Et c'est ces codes qu'il faut d'abord mettre en exergue. Ce sont effectivement ces règles, je l'ai dit tout à l'heure, mettre les règles, les croyances, les modes relationnels, les modes communicationnels. Voilà, quel est le système le plus important aussi au sein même de ce canevas familial qui va aussi avoir la fonction d'autorité au sein même de cette famille. Cette fonction d'autorité, elle est très importante. Qui a la fonction affective? Est-ce que c'est le système parental? Est-ce que c'est le système dans la fratrie? Est-ce que c'est le système des grands-parents ou d'autres, d'ailleurs, d'autres sous-systèmes? Et aussi, à quelle place on met l'enfant qui est accompagné par l'institution. Donc, effectivement, oui, prendre le temps. Alors, moi, je dis souvent aux professionnels, oui, il faut prendre le temps. Alors, ils disent, oui, mais on n'a pas le temps. Ce temps-là, il est nécessaire. Il est nécessaire. Il est nécessaire. De ce que vous venez de nous expliquer, oui, il est nécessaire. Il est nécessaire. Il est plus que nécessaire. Il est indispensable. C'est de prendre le temps de vraiment connaître cette famille pour pouvoir collaborer avec la famille. Ça, c'est indispensable. On va pouvoir terminer sur ces mots. Il n'y a pas d'autres questions. Sachant qu'on pourra, les personnes qui vont visionner cette conférence pourront, sur le fil d'actualité, poser encore des questions. Je suis sûre que vous ferez un plaisir de leur répondre. Tout à fait, avec plaisir. Et puis, effectivement, on sait aussi que vous êtes formatrice et que vous animez des stages de formation pour aider justement les professionnels à mieux accompagner les familles. Tout à fait. Merci beaucoup, Véronique Gonard. Merci à vous.